La voix de mon frère Mathieu, dégoulinante d'une pitié théâtrale, résonnait dans le silence du tribunal. Aucune prestation, aucune reconnaissance. C'est une fausse ancienne combattante, lança-t-il, jouant pour le public de notre famille en deuil. Je suis resté parfaitement immobile, mes mains croisées sur la table devant moi, refusant de lui donner la satisfaction d'une réaction. J'ai simplement observé mon avocat, Maître Simon, un homme de peu de mots mais d'une immense précision, se lever sans un bruit. Il n'a ni argumenté ni objecté. Il a simplement tendu une unique enveloppe Kraft scellée à l'huissier, qu'il a portée jusqu'au juge. Le juge, un homme qui avait vu tous les drames familiaux imaginables, a brisé le seau de cire rouge inhabituel avec un air de léger agacement. Son expression a changé instantanément. Il a glissé une seule feuille de papier, et alors que ses yeux parcouraient le texte, son masque professionnel ne s'est pas seulement fissuré, il s'est brisé en 1000 morceaux. Le sang a quitté son visage, remplacé par un air de choc profond qui s'est rapidement durci en alarme. Son regard a filé au-delà des avocats, au-delà de ma famille stupéfaite, et s'est fixé sur les 2 gendarmes armés postés près des lourdes portes en chêne. Sa voix, quand elle est sortie, était un ordre tendu et urgent qui a transpercé le silence. Gendarmes, scellez ce tribunal immédiatement. Le bruit des verrous s'enclenchant fut un bruit sourd et assourdissant qui nous a enfermés. Le ricanement confiant de Mathieu s'est dissous en un masque de peur pure et incompréhensible. Ce dernier clic terrifiant était le résultat d'une décision que j'avais prise 2 mois plus tôt. Debout dans une pièce bondée, remplie de l'odeur des lys et d'un chagrin silencieux. C'était le jour de la réception après les funérailles de mon père, et je regardais mon frère Mathieu, l'étoile de la famille dont le succès était assez bruyant pour éclipser celui de n'importe qui d'autre, tenir la cour. Il acceptait les condoléances d'une main tout en consultant son téléphone de l'autre. Je me tenais seul, un fantôme à la veillée funèbre de mon propre père. Un ami de la famille respecté, un colonel de l'armée de terre à la retraite, s'est approché de moi, les yeux pleins d'une sympathie sincère. Avant qu'il ne puisse dire plus que quelques mots, Mathieu est apparu, jetant un bras lourd sur mon épaule. Il a adressé au colonel un petit rire dédaigneux. « Ne faites pas attention à ma sœur, dit-il, la voix mielleuse de condescendance. Elle a un de ces boulots de bureau au gouvernement où il compte les trombones. » Nous étions si fiers quand elle a dit qu'elle servait, mais je pense que la chose la plus dangereuse qu'elle ait jamais faite est de se couper avec une feuille de papier. Les yeux du colonel se sont tournés vers moi, une question dans le regard. Mais je n'ai offert qu'un sourire crispé et vide. À cet instant, en regardant Mathieu m'effacer si facilement, quelque chose en moi s'est finalement glacé. Mathieu pensait qu'il racontait juste sa blague préférée. Il n'avait aucune idée qu'il était en train de me calomnier sous serment dans une salle d'audience. Pour comprendre pourquoi l'enveloppe de mon avocat contenait plus de pouvoir que tout le patrimoine de mon père, il faut comprendre les 2 vies que je menais. Ma famille me voyait comme une histoire qu'ils avaient écrite eux-mêmes, un récit de déception silencieuse. Cela a commencé lorsque j'ai supposément abandonné un prestigieux programme de doctorat à la Sorbonne, la couverture officielle pour le moment où j'ai été recruté et commencé ma formation. Pour eux, j'avais échoué à décoller, me contentant d'un poste sûr, ennuyeux et totalement insignifiant de haute fonctionnaire au Quai d'Orsay à Paris. Ils avaient même un surnom pour moi, un qu'ils pensaient que je n'avais jamais entendu. Ils m'appelaient « la bibliothécaire », un titre destiné à capturer ma médiocrité perçue. Ma vie passée dans les notes de bas de page silencieuses et poussiéreuses de l'existence brillante et bruyante de mon frère. Cette perception n'a jamais été aussi claire que lors de nos dîners de famille, qui étaient moins une affaire de famille qu'une célébration de Mathieu. Je me souviens d'un soir en particulier, juste 1 an avant le décès de mon père, Mathieu a annoncé qu'il avait bouclé un énorme contrat immobilier dans le Triangle d'Or à Paris, et la pièce a explosé de joie. Mon père a ouvert une bouteille de champagne que je savais ridiculement chère, et le son du bouchon qui saute a semblé être le coup d'envoi du défilé de louanges. Plus tard, pendant une rare accalmie dans la conversation, j'ai essayé de partager une de mes propres nouvelles. J'ai mentionné tranquillement que j'avais reçu une importante distinction à mon travail. Ma mère, Caroline, une femme dont le monde entier tournait autour du polissage parfait de l'ego de mon frère, m'a juste tapoté la main avec un sourire placide. « Oh, c'est gentil, ma chérie, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une douceur méprisante. L'employé du mois, en quelque sorte.
Ton frère vient de sécuriser le domaine des chênes. Nous sommes si fiers. L'employé du mois. Les mots flottaient dans l'air. Si rabaissant, si parfaitement ciblé. Je n'ai pas vu le champagne dans la main de mon père. J'ai vu les 10 ans de « les temps sont durs » qui m'ont suivi pendant mes études. Le vieil ordinateur portable que j'ai dû remplacer en cumulant 2 emplois. J'ai vu chacune de mes propres petites victoires, une bourse, un article publié, un record personnel, passer complètement inaperçu, tandis que le moindre exploit de Mathieu était accueilli par des applaudissements rugissants. J'ai juste hoché la tête, un froid familier s'installant profondément dans mes entrailles. C'était mon rôle, le public silencieux de la vie de mon frère. J'avais appris il y a longtemps que faire une scène ne ferait qu'empirer les choses. Alors, je suis restée silencieuse, la bonne fille, la bibliothécaire. Mais mon silence était un mensonge. Une couverture soigneusement construite pour un monde qu'il ne pouvait absolument pas imaginer. Ma vraie vie se déroulait loin de leur dîner de célébration dans un endroit sans fenêtre, sans champagne et sans applaudissements. Elle se déroulait dans une salle sécurisée, une boîte de béton stérile où le seul son était le bourdonnement bas et constant des serveurs traitant des secrets. Je n'étais pas une analyste politique qui comptait les trombones. J'étais un officier traitant clandestin pour la Direction générale de la sécurité extérieure. Mon travail n'était pas ennuyeux. C'était un poids constant et écrasant de responsabilité où une seule erreur pouvait signifier la différence entre la vie et la mort pour des gens dont je ne connaîtrais jamais le nom. Mon supérieur était le général Fournier, un homme qui avait vu des empires naître et s'effondrer et qui n'avait pas de temps pour les futilités. Je me souviens d'un appel avec lui la même semaine que ce dîner. Je fixais un écran de renseignements électromagnétiques complexes, mon cœur battant à un rythme régulier et contrôlé dans ma poitrine. Mon général, dis-je, la voix basse et égale. L'actif au nom de code Helios a confirmé que la clé de chiffrement est compromise. Nous devons lancer l'opération moisson aveugle immédiatement. La fenêtre se referme. Il n'y eut aucune hésitation à l'autre bout du fil. Pas de remise en question, juste une voix calme et autoritaire qui portait le poids d'une confiance absolue. C'est votre décision, Echo 7, dit-il, utilisant mon indicatif opérationnel, mon vrai nom. Exécuté. Dans ce monde, mon jugement n'était pas seulement apprécié. Il était essentiel. Je n'étais pas la bibliothécaire. J'étais Echo 7. Et Echo 7 prenait des décisions qui comptaient. Mon service était un fantôme. Il n'avait aucun dossier officiel, aucune carte d'ancien combattant, aucune parade d'avantages que mon frère pouvait voir et mesurer. Il était conçu pour être invisible. Mon père, cependant, en a eu des aperçus. Il n'a jamais connu les détails, mais il connaissait les longues absences, les voyages soudains, le poids que je portais et que je ne pouvais jamais expliquer. Et dans son testament, il a essayé, à sa manière discrète, de le reconnaître. Le document stipulait que sa succession devait être divisée à parts égales, mais il avait ajouté une clause personnelle, une seule phrase qui disait « Je souhaite reconnaître le service discret et invisible de ma fille Chloé pour notre pays ». Cette seule phrase a plongé Mathieu dans une rage folle. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de narration. C'était une fissure inacceptable dans l'histoire qu'il avait si soigneusement entretenue pour nous tous. L'histoire de son succès et de mon échec. Il ne pouvait pas accepter une version de la réalité où j'avais une vie secrète et honorable dont il ne savait rien. C'était une insulte à sa position de centre de l'univers familial. Et donc, il a décidé de tout réduire en cendres, contestant le testament au motif que j'avais menti, que j'avais manipulé notre père mourant avec des histoires pathétiques de fausse bravoure pour voler ce qui lui revenait de droit. Il était convaincu que j'étais une fraude. Pendant une décennie, mon invisibilité a été mon armure. Elle a assuré la sécurité de mes opérations et de mon pays. Mais Mathieu était sur le point d'apprendre que le même système qui effaçait mon identité pouvait aussi la vérifier avec la force d'un boulet de démolition. Il voulait une bataille dans une salle d'audience. Alors, j'ai décidé d'amener tout le poids du gouvernement avec moi. Après avoir reçu la notification officielle que mon frère contestait le testament, mon premier sentiment ne fut pas la tristesse ou même la colère. C'était une étrange clarté froide.
Pendant des années, j'avais traité le dysfonctionnement de ma famille comme un problème émotionnel, quelque chose à endurer ou à naviguer avec des mots soigneusement choisis. Mais le défi juridique de Mathieu était différent. C'était une accusation formelle déposée devant un tribunal. Il avait déplacé notre guerre privée sur un champ de bataille public, et cela changeait tout. Ce n'était plus un problème familial. C'était un problème de renseignement, et il nécessitait une solution opérationnelle. J'ai passé un appel sur une ligne sécurisée à Maître Simon, un ancien avocat du ministère des Armées que mon agence gardait sous contrat pour des situations comme celle-ci. Je lui ai expliqué l'objectif en termes précis. Nous n'allions pas nous engager dans un débat émotionnel. Nous n'allions pas discuter de mon caractère ou essayer de faire appel à la sympathie du juge. Notre objectif était de mettre fin à la discussion avec une seule démonstration d'autorité irréfutable. Un mouvement si définitif qu'aucune autre question ne pourrait être posée. C'était une stratégie que j'avais utilisée sur le terrain des dizaines de fois. Ne pas gagner le combat. Redéfinir entièrement le champ de bataille. Le plan que nous avons élaboré était méthodique, construit sur un protocole juridique si obscur que la plupart des avocats n'en connaissent même pas l'existence. La première étape exigeait une immense patience. Nous allions laisser Mathieu présenter ses arguments. Nous avions besoin qu'il se lève au tribunal, sous serment, et m'accuse formellement de mentir sur mon service. Son arrogance était l'appât, et nous savions qu'il mordrait. Pendant qu'il préparait ses insultes, je préparais l'arme. Je me suis connecté à un portail gouvernemental sécurisé et j'ai soumis une demande formelle de lettre de vérification de service, un document qui ne vient pas du ministère de la Défense, mais du bureau du coordonnateur national du renseignement lui-même. Ce n'était pas une attestation de service militaire classique. C'était une directive unique, hautement classifiée, adressée à un juge-président spécifique. Elle ne dirait pas ce que j'ai fait, mais elle confirmerait que j'ai servi dans une capacité que le tribunal était légalement tenu de ne pas remettre en question. La dernière étape était la livraison. Maître Simon garderait cette enveloppe scellée, attendant le moment parfait. Le document autorisait le juge à être mis au courant de mon statut à huis clos, en privé, le faisant effectivement partie du système dans le seul but de la vérification. Maître Simon m'a prévenu, sa voix sombre au téléphone. C'est une bombe nucléaire tactique, Chloé. Une fois que nous aurons fait ça, Mathieu ne sera pas seulement embarrassé. Il sera sur le radar de gens que vous ne voulez pas avoir sur votre radar. Je n'ai pas hésité. Il s'y est mis tout seul, ai-je répondu. Mon frère est entré dans cette salle d'audience avec une équipe d'avocats locaux, pensant qu'il pourrait m'intimider comme il le faisait à la table du dîner. Il n'avait aucune idée que mon conseil était un homme qui plaidait autrefois devant des tribunaux militaires, et que notre principal témoin était un fantôme dans le système. L'air dans la salle d'audience des successions était vicié, épais de chagrin manufacturé et de cupidité. Ma famille était assise au premier rang, directement derrière Mathieu, un mur silencieux et solidaire de conviction. Il le regardait avec une fierté non dissimulée alors qu'il prenait place à la barre des témoins, lissant le devant de son costume coûteux. Il a regardé directement le juge, un homme que mon frère voyait clairement comme un père, et a commencé sa performance. Je l'ai observé, non pas avec colère, mais avec la concentration détachée d'un agent observant une cible sur le point de tomber dans un piège parfaitement tendu. Chaque mot qu'il prononçait était un mensonge que j'avais anticipé, un élément crucial de la stratégie que j'avais mise en mouvement. Il s'est penché vers le microphone, sa voix résonnant d'une fausse sincérité. « Ma sœur, a-t-il commencé, secouant la tête tristement, n'a jamais servi. Elle n'a pas de papier de démobilisation, pas de carte d'ancien combattant, rien. Elle a menti à notre père pour voler mon héritage. » Il a fait une pause pour un effet dramatique, laissant son accusation flotter dans l'air avant de livrer le coup venimeux final. C'est de l'usurpation de bravoure, pure et simple. Les mots étaient destinés à me détruire, à me peindre comme une menteuse et une voleuse de la manière la plus publique possible. Mais tout ce que je ressentais était une finalité calme et froide. L'appât était pris. Le piège était refermé. Alors que Mathieu se rasseyait, suffisant et triomphant, Maître Simon s'est levé de sa chaise. Il se déplaçait avec un calme délibéré qui semblait aspirer l'air de la pièce. Il s'est adressé au juge, sa voix stable et formelle. « Votre honneur,
nous avons un document à l'attention de la Cour, pour examen à huis clos. Il a placé l'enveloppe Kraft scellée sur le bureau de l'huissier. Le juge avait l'air agacé, soupirant comme si ce n'était qu'un autre retard inutile dans son emploi du temps. Il a pris l'enveloppe et a brisé le seau de cire rouge d'un coup de pouce impatient. J'ai observé son visage alors qu'il glissait la seule page de l'intérieur. Je pouvais presque voir l'entête à travers ses yeux. Le sceau officiel du bureau du coordonnateur national du renseignement. L'agacement du juge s'est évaporé. Sa posture s'est redressée, ses yeux s'écarquillant en parcourant la page. L'ennui désinvolte a été remplacé par une tension rigide et alerte. La couleur a quitté son visage, laissant derrière elle un masque pâle de choc et autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de la peur. Le changement a été si soudain, si absolu que toute la pièce est tombée dans le silence. Il a levé les yeux, son regard balayant au-delà de moi, au-delà de Maître Simon, et atterrissant sur les 2 gendarmes armés au fond de la salle d'audience. Sa voix, quand elle est venue, n'était plus le bourdonnement d'un bureaucrate ennuyé. Elle était tranchante, tendue, et remplie d'une urgence qui commandait une obéissance absolue. Gendarmes, scellez ce tribunal. Immédiatement. Les lourdes portes en chêne se sont refermées avec un bruit sourd et assourdissant qui a fait sursauter ma mère. Le son des verrous glissants a résonné comme un coup de feu. Le juge a pointé un doigt tremblant vers le sténographe judiciaire. Vous êtes hors procès-verbal maintenant. Il a ensuite fixé son regard sur mon frère, qui était toujours figé à la barre des témoins, son sourire confiant ayant fondu en une expression de confusion à la mâchoire pendante. La voix du juge était basse, tranchante, et dépouillée de toutes les amabilités judiciaires. Monsieur Lefebvre, a-t-il commencé, vous êtes un civil qui, dans un témoignage sous serment, a fait des allégations spécifiques concernant le statut de service d'un agent du gouvernement français. Le document que je tiens en main confirme que le service de votre sœur est une question de sécurité nationale. Il laissa les mots flotter dans le silence suffocant, chacun atterrissant comme un coup de marteau. Le visage de Mathieu passa de la confusion à la terreur. Vos accusations infondées, consignées dans un dossier judiciaire, a poursuivi le juge, sa voix devenant glaciale, pourrait constituer une tentative de révéler publiquement l'identité d'un agent protégé du gouvernement. Vous devez garder le silence. Un officier de police judiciaire prendra votre déposition après la conclusion de cette audience. Cette affaire de famille est maintenant une affaire d'État. Il s'est ensuite tourné vers moi et pour la première fois, il m'a vu. Son expression s'est adoucie avec un respect profond, et presque craintif. Madame, dit-il, le titre honorifique sonnant maintenant tout à fait sincère. Mes plus profondes excuses pour cela. Nous allons nous retirer dans mon bureau pour finaliser l'exécution du testament de votre père. Mon frère n'a pas bougé. Son visage était cendré, une statue d'incrédulité. Derrière lui, ma mère avait l'air sur le point de s'évanouir. Leur monde entier, celui qu'ils avaient si soigneusement construit autour de leur propre importance, avait été publiquement et irrévocablement démantelé, non pas par une dispute, mais par un pouvoir qu'ils ne pouvaient même pas commencer à comprendre. Je ne les ai pas regardés. J'ai simplement fait au juge un lent et délibéré signe de tête et je me suis levé pour le suivre, laissant ma famille complètement seule dans la salle d'audience scellée et silencieuse. Mathieu m'avait toujours accusé de vivre dans un monde imaginaire. En fin de compte, il a fallu une salle d'audience verrouillée et la menace d'une enquête d'État pour qu'il réalise que mon monde était plus réel que le sien. Dans le bureau du juge, la validation finale du testament de mon père fut une affaire calme et sans grandiloquence. Le langage juridique était sec, les signatures rapides. La véritable conclusion a eu lieu quelques minutes plus tard, à l'extérieur, sur les marches du palais de justice, alors que Maître Simon et moi émergions dans l'air frais de l'après-midi. Je les ai vus. 2 agents en civil au visage de pierre escortaient mon frère Mathieu vers une berline noire banalisée garée sur le trottoir. Son costume coûteux était froissé, son visage d'une blancheur fantomatique. Pendant un instant, nos regards se sont croisés par-dessus le pavé. Les siens étaient écarquillés d'une terreur si profonde qu'elle semblait le vider de sa substance. Et en dessous, il y avait un plaidoyer désespéré et enfantin. Il cherchait sa sœur, celle qui était censée arranger les choses. J'ai soutenu son regard, mon expression illisible. Je n'ai rien ressenti, ni triomphe, ni pitié,
pas même l'ombre d'une colère. C'était comme regarder un étranger dont j'avais lu l'histoire autrefois, mais dont je ne me souvenais plus de la fin. Le lien, étiré et aminci par une vie de mépris et de dédain, s'était finalement rompu. J'ai fait un léger, presque imperceptible tour de tête et je me suis éloigné sans regarder en arrière. Le claquement silencieux de mes talons sur le pavé était le seul son qui comptait. La guerre était finie. 6 mois plus tard, je me tenais dans une pièce loin de tout tribunal, un lieu de silence profond et solennel connu sous le nom de la salle d'honneur au siège de la DGSE. C'était une cérémonie de remise de décoration interne, un rassemblement classifié de personnes qui, comme moi, vivaient dans l'ombre. Le général Fournier se tenait devant moi, le même homme dont la voix calme m'avait guidé à travers des opérations à haut risque. Dans sa main se trouvait la médaille d'honneur de la direction, une médaille que je ne pourrais jamais exposer, pour une mission dont le nom ne pourrait jamais être prononcé à voix haute. Il l'a épinglée à mon uniforme, ses yeux transmettant un respect dont ma propre famille n'avait jamais été capable. La citation officielle était intentionnellement vague, félicitant mon équipe pour la conclusion réussie de l'opération Moisson aveugle. Des mots qui ne signifiaient rien pour le monde extérieur, mais tout pour les gens dans cette pièce. C'était ma vraie validation. Pas le chèque de l'héritage qui reposait maintenant sur un compte d'épargne à haut rendement, mais cette reconnaissance de mes pairs. Après la cérémonie, mon équipe m'a entouré. Il n'y a pas eu de félicitations bruyantes, pas de tapes dans le dos performatives comme celles dans lesquelles mon frère se délectait. Au lieu de cela, il y a eu des poignées de mains silencieuses, des hochements de tête complices et des regards partagés qui en disaient bien plus que les mots ne le pourraient jamais. Ces gens étaient ma vraie famille, une fraternité forgée non pas par le sang, mais par des secrets partagés, une confiance mutuelle et une profonde compréhension des sacrifices silencieux que nous faisions tous. Ici, je n'étais pas invisible. J'étais Echo 7. J'étais vue. Plus tard cette semaine-là, j'étais à mon bureau, analysant des images satellites pour une opération à venir, quand mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Mon doigt a plané au-dessus de la notification. Je savais qui c'était avant même de l'ouvrir. C'était ma mère. Le message était exactement ce à quoi je m'attendais, un plaidoyer frénétique et désespéré, teinté d'une vie d'attente démesurée. Chloé, disait-il, les frais de justice de Mathieu nous ruinent. Il fait face à des accusations. S'il te plaît, tu dois faire quelque chose. Peux-tu passer un coup de fil? Leur dire que ce n'était qu'un malentendu? J'ai lu les mots une fois, puis une deuxième fois. Je pensais que je ressentirais une étincelle de l'ancienne colère, un éclair de ressentiment, mais il n'y avait rien. Il n'y avait qu'une vaste et tranquille immobilité en moi. Le message ne concernait pas seulement Mathieu. C'était une tentative désespérée de me ramener dans leur drame, de me forcer à reprendre le rôle de la fille invisible qui était censée absorber leur chaos. C'était une invitation à sacrifier la paix que j'avais si durement combattue pour construire pour moi-même. J'ai regardé ces mots. Puis j'ai regardé la carte des opérations mondiales qui brillait sur l'écran en face de moi, ma vraie vie, mon vrai travail. Le choix n'a jamais été aussi clair. D'une main calme et assurée, j'ai supprimé toute la conversation et bloqué le numéro. Mon travail était ma priorité. Ma paix était la mienne. Ma famille croyait qu'un héritage était un nom sur un bâtiment ou un numéro de compte dans un testament. J'ai appris qu'un véritable héritage est un nom chuchoté avec respect dans des pièces où se décide le sort du monde. Si vous avez déjà eu à prouver votre valeur face à un mur de doute, partagez votre histoire ci-dessous. Dans cette communauté, votre service silencieux est toujours vu.